Salut à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour ce troisième format dans la chaîne que l'on va développer. Après le premier, le football en carte, après le point foot, voici une histoire de foot. Et aujourd'hui, on va parler d'une opposition légendaire dans l'histoire du football, l'opposition entre Écosse et Angleterre. Nous sommes le 30 novembre 1872. Imaginez-vous, il y a plus de 150 ans. En début d'après-midi, dans le petit stade de Hamilton Crescent, 4000 personnes se massent. Pour seulement 1 shilling, ils vont pouvoir assister à un moment historique sans même le savoir. Le premier match international de football. Pour se remettre dans le contexte de l'époque, ça fait seulement 20 ans que la première fédération nationale de football, la FA, la Football Association, a été fondée à Londres par 11 clubs. Alors que les règles du football s'unifient, des clubs de plus en plus éloignés se rencontrent. On assiste aux premières tournées de joueurs écossais en Angleterre, par exemple la tournée des Scottish Professors de Queen's Park. Et le football étant à l'époque quasi exclusivement britannique, c'est bien entre l'Angleterre et l'Écosse que va se jouer le premier match international de l'histoire du foot. On est à la préhistoire du foot, on est dans un espèce de proto-football. Regardez-moi les compositions du match. On a d'un côté l'Angleterre qui joue en 1-2-7, 7 attaquants, rien que ça, et l'Écosse quant à elle est beaucoup plus défensive, beaucoup plus solide, on joue simplement en 2-2-6. Et malgré cette orgie offensive, malgré le beau jeu qui est loué par la presse d'ailleurs de l'époque, le premier match international de l'histoire va se terminer sur un 0-0. L'intérêt de cette rencontre, au-delà de l'analyse du match et du côté première symbolique, c'est la révolution qui va se produire. On a d'un côté les jeunes bourgeois anglais qui ont à la fois le temps de pouvoir s'entraîner et surtout qui ne sont pas cassés à 30 ans par un métier dans des manufactures qui est très physique et qui portent le foot comme le sport le plus viril qui soit, comme un sport très athlétique où on se met des gros tampons, où le dribble, où l'action individuelle, où la performance individuelle prévaut sur tout le reste. Et surtout, ce football-là, c'est un football de loisir, c'est un football de plaisir pour entretenir un esprit sain dans un corps sain. À l'époque, pour les Anglais, le football, la seule manière noble de le pratiquer, c'est comme ça, c'est par le dribbling game. Passer, faire une passe, c'est un acte de couardise, c'est un acte féminin. Et à l'époque, au 19e siècle, désolé mesdames, mais c'était pas très flatteur. De leur côté, les Écossais, ils ont un jeu beaucoup plus collectif, beaucoup plus dans la technique de la passe. C'est le passing game. Vous l'aurez compris, les Anglais et les Écossais, ils ont dès le départ une manière très différente de jouer dribbling game contre passing game. Et cette différence, elle s'explique avant tout par le gabarit des joueurs. Dans la pesée qui était faite des joueurs juste avant le premier match à Hamilton Crescent, les joueurs écossais pesaient en moyenne 7 kg de moins que les Anglais. Ils ont dû donc innover, ils ont dû donc inventer des manières de contourner ce différentiel physique. Cette rivalité, elle va se mettre en scène pendant tout le 19e siècle, les deux nations, Angleterre et Écosse, revendiquant la paternité du football. Mais c'est finalement le passing game qui va s'imposer, car comme le disait Michel Platini, le ballon, il ira toujours plus vite que les joueurs. Ce match, c'est le point de départ de la plus vieille rivalité internationale de l'histoire du football. Et elle va se cultiver entre 1884 et 1984 pendant un siècle à l'intérieur du British Home Championship. C'est un tournoi qui réunissait toutes les nations constitutives du Royaume-Uni. Donc à l'époque, l'Irlande, unique, le Pays de Galles, l'Écosse et l'Angleterre. Un petit peu comme le tournoi Destination au rugby à l'origine. Au total, le Chardon et la Rosse se sont rencontrés 115 fois. C'est plus que toute autre nation au monde. Et si cette rivalité sportive, elle est donc un petit peu diminuée depuis l'arrêt du British Home Championship, elle s'inscrit dans une histoire culturelle et populaire sur plus de 2000 ans. Il est très ardu de faire le bilan du passif entre l'Angleterre et l'Écosse. Déjà parce que 2 millénaires d'histoire commune quand même, et puis surtout parce que lorsqu'on est enfermé à deux sur une île, ça crée forcément des liens. La frontière entre les deux entités, Écosse et Angleterre, se dessine dès l'occupation romaine de la Grande-Bretagne, entre 43 et 410 de notre ère, par l'édification des murs d'Adrien et d'Antonin, afin de se protéger des Red Picts. Pendant 1300 ans, les deux royaumes vont cohabiter, tantôt en guerre, tantôt liés par des mariages et des vassalités, tantôt en paix et commerçants. Les tensions culmineront quand l'Écosse signera un traité, l'Old Alliance, avec le pire ennemi de l'Angleterre,
la France. Toujours là pour emmerder les Anglais. C'est à la même époque que le célèbre William Wallace mettra quelques déculottés à la perfide Albion. That they may take our lives, but they'll never take our freedom! Quelques décennies plus tard, c'est la guerre de 100 ans, qui en a duré 116, qui fera exploser toutes les tensions entre une Écosse qui revendique son indépendance et une Angleterre qui est bien occupée à guerroyer sur le continent. Finalement, c'est en 1603 que les relations entre les deux nations vont se stabiliser. La reine d'Angleterre, Élisabeth Ier, meurt sans descendance, et c'est le roi d'Écosse, Jacques VI, qui va monter sur le trône d'une Angleterre et d'une Écosse unifiées. Un siècle plus tard est signé l'Union Act. Les deux drapeaux et les deux pays fusionnent, c'est la naissance du Royaume-Uni de Grande-Bretagne. Et ce Royaume-Uni enfin unifié, il va régner sur le monde pendant 2 siècles. La paix ne règne pas cependant totalement, puisque révoltes et guerres vont émailler tout le XVIIe et le XVIIIe siècle, avec notamment le soulèvement des Jacobites, qui veulent restaurer la monarchie avec le soutien de la France. Malgré l'union des deux pays, l'identité écossaise ne va donc pas disparaître. D'ailleurs, les Écossais la cultivent et la conservent bien précieusement. Elle est d'ailleurs très bien incarnée par la fleur qui est le symbole national du pays, le chardon. Il est l'image même de la résilience, poussant sur des sols arides, rocailleux, balayés par des vents glaciaux. Ces épines envoient un message très clair, qui s'y frotte, s'y pique. Malgré une ferme volonté d'intégration de la part des Anglais, les Écossais ne vont jamais abandonner leur velléité autonomiste, voire indépendantiste. En 1998 est promulgué le Scottish Act, qui permet la formation d'un gouvernement écossais mené par un Premier ministre et la résurrection du Parlement. The Scottish Parliament adjourned on the 25th day of March in the year 1707 is hereby reconvened. Bien que toujours soumise à la loi anglaise, l'Écosse se voit déléguer de plus en plus de compétences. En 2007, le SNP, le Scottish National Party, va remporter les élections et va obliger Londres à tenir un référendum sur la sortie du Royaume-Uni de l'Écosse en 2014. Après une très rude campagne, l'indépendance est rejetée in extremis à 55,3 contre 44,7%. Les indépendantistes sont déçus, mais un événement va mettre le feu aux Highlands. En 2016, le Royaume-Uni vote sa sortie de l'Union européenne. C'est le Brexit. Et si l'Angleterre a majoritairement voté en faveur du Leave, Londres, l'Écosse et l'Irlande du Nord, eux, ont voté en faveur du Remain, ont voté pour rester dans l'Union européenne. Dès lors, c'est autour de cette question de l'Union européenne que va se jouer la fracture entre les Écossais et les Anglais. Le SNP écossais, toujours au pouvoir aujourd'hui, considère tout simplement que pour rester dans l'UE, ou pour revenir dans l'UE, il faut quitter le Royaume-Uni. Theresa May comme Boris Johnson refusent toute tenue d'un nouveau référendum. Et ce conflit, il s'envenime petit à petit et va s'exprimer à travers un élément très fort de l'identité des deux pays, le football. Plusieurs épisodes vont alimenter cette très forte rivalité et ce conflit dans le football. La première, c'est bien sûr l'Euro 96 qui se tenait en Angleterre. Et à l'époque, incroyable hasard, l'Angleterre et l'Écosse sont tirés au sort dans le même groupe de poules. Les médias ne vont parler que de ça pendant des semaines. England will attempt to adopt the persona of St George today. There will be a multitude of dragons at Wembley. Most will be wearing kilts. Terry, thank you for joining us. Ready for these Scottish Dragons? Hopefully we're ready for anything. And I used to go and see the England-Scotland games up at Hampden Park, and it was something special. Those games, I think, have been missed sorely. And hopefully this might bring it back again. This is the first really competitive game. We've had the home international championships. But at UEFA level or at FIFA level, this is the first time this has happened. So I think it'll be a unique game. Very unique. Le jour du match, l'ambiance est électrique. Les 76 000 places du Wembley Stadium sont parties en 2 jours. Et quelques jours plus tard, les supporters anglais célèbrent dans les rues de Londres un but du néerlandais Patrick Kluivert, ce qui prive l'Écosse de quart de finale.
3 ans après, l'Angleterre et l'Écosse se rencontrent en match de barrage pour l'Euro 2000. Celui qui gagnera ira disputer la compétition, l'autre le regardera avec un paquet de popcorn sur son canapé. La presse britannique se déchaîne. D'un côté, les journalistes sportifs écossais y parlent de prendre leur revanche sur l'Old Enemy. Et de son côté, le Guardian, journal londonien, annonce la couleur. Alors que les sélectionneurs ont essayé d'empêcher la ferveur nationaliste de dégénérer, pour des millions de personnes des deux côtés de la frontière, la rencontre représente une chance pour remporter la victoire ultime sur l'ennemi. La bonne ambiance, hein ? Et en plus, le match va se solder par une nouvelle victoire de l'Angleterre, 2-0, doublé de Paul Scholes. L'Écosse est à nouveau humiliée. Alors, vous imaginez bien que l'été dernier, lorsque les deux équipes se sont affrontées une nouvelle fois en poule lors de l'Euro 2020, les tensions étaient à leur comble, surtout que l'actualité avait remis sur le devant de la scène le Brexit et la possible indépendance de l'Écosse. Côté écossais, c'est la première compétition majeure depuis 23 ans. Il faut dire que l'arrêt Bosman et que la création en Angleterre de la Premier League en 1992 a tout aspiré autour d'elle. Capitaux, nouveaux talents, joueurs stars venant de l'étranger, staff, merchandising, au détriment du championnat écossais. Le football écossais va globalement très mal. Le temps des légendes comme Kenny Dalglish, Graham Souness ou Sir Alex Ferguson est révolu. Et aujourd'hui, à part Robertson, McTominay ou Tierney, aucun joueur écossais ne joue dans un grand club. C'est donc extrêmement revanchard que des Écossais, en quête d'autonomie et d'identité, vont aborder la rencontre. Les Anglais, de leur côté, y sont victimes d'une malédiction. Hormis une Coupe du Monde en 1966, ils n'ont jamais remporté de titres continentaux ni mondiaux, alors qu'ils sont le berceau du football. En revanche, ils bénéficient d'une génération absolument incroyable et toisent de haut leurs voisins écossais. Avant, pendant et après le match, c'est une gigantesque opération d'instrumentalisation politique du foot. Entre la première ministre et chef du SNP, Nicola Sturgeon, qui voit en la participation à l'Euro une publicité géante pour l'indépendance de l'Écosse, et le premier ministre conservateur Boris Johnson et ses envolées nationalistes, qui voient en ce match le moyen de réaffirmer la supériorité anglaise. Au terme d'un match extrêmement rugueux, et il faut le dire vu que je l'ai vu un petit peu ennuyeux, l'Angleterre et l'Écosse se séparent sur un score nul et vierge, 0-0. Comme en 1872, rien n'a pu les départager, alors que eux semblent de plus en plus se séparer. Et il suffit de voir un petit peu plus tard, lors de la finale de l'Euro, l'explosion de joie des Écossais lors du pénalty raté de l'Anglais Bukayo Saka pour comprendre qu'il n'y a pas d'union sacrée au Royaume-Uni. Si ni l'Angleterre ni l'Écosse n'a gagné, le match a pourtant fait un perdant, le Royaume-Uni. Entre les velléités d'indépendance de l'Écosse, les volontés de sécession de la City de Londres, la question galloise, complètement laissée sur le côté, et une potentielle réunification de l'Irlande, jamais l'union n'a semblé aussi fragile. Quant aux raisons de cette opposition viscérale entre l'Angleterre et l'Écosse, elle n'a pas été vraiment investie par cette question du Brexit, mais bien plus par celle de l'indépendance de l'Écosse, malgré les tentatives de récupération politique. En tout cas, c'est ce que m'a expliqué le journaliste et écrivain Romain Molina, qui m'a accordé un petit peu de son temps pour préparer cette vidéo. Je voulais le remercier et puis vous présenter rapidement son dernier livre, qui pourra intéresser franchement tout le monde, même les gens qui ne s'intéressent pas vraiment au football, The Beautiful Game. Le sous-titre du livre est évocateur, foot, guerre et politique. On va voyager à travers de nombreux témoignages, des montagnes afghanes jusqu'au terrain bosselé du Nicaragua, de l'incroyable palais du fils de Saddam Hussein jusqu'aux jungles étouffantes des Khmers rouges du Cambodge. Quant à moi, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, dites-le moi, dites-moi ce que vous avez pensé de cet épisode en commentaire. N'oubliez pas de mettre un petit like ou de vous abonner si c'est pas encore fait. Je vous retrouve très vite, car croyez-moi, le monde du ballon rond n'est pas prêt de s'arrêter de tourner. Ciao. Ah, when the night is falling here the pipes are calling loudly and proudly calling down through the glen. Where the hills are sleeping now, feel the blood leaping high as the spirits of the old Highland men.